Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV dont le thème est consacré aux pièges à éviter pour être plus performant sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Depuis ces 10 dernières années, les réseaux sociaux connaissent une croissance exceptionnelle. Il est devenu incontournable pour les entreprises d'apprendre à les maîtriser afin notamment d'obtenir une meilleure visibilité. Les réseaux sociaux font donc partie des canaux de communication susceptibles d'être les plus efficaces pour atteindre ces publics cibles. Facebook, Instagram, LinkedIn et la majeure partie des réseaux sociaux sont de vrais outils de marketing sur lesquels une simple présence ne suffit plus aujourd'hui pour concrètement développer son business. Alors, comment faire? Faut-il avoir une stratégie digitale? Quel budget faut-il prévoir pour quels résultats? Pour animer cette webconférence UPV, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Grisser, dirigeant de YouTeams, spécialiste des publicités et marketing digital. Donc, Grégory va vous présenter les pièges à éviter, les idées reçues et bien sûr les bonnes pratiques. Beau challenge pour lui aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne tout au long de cette webconférence et je lui transmettrai vos questions. Merci, je te passe la parole et bonne webconférence. Merci Philippe, merci pour l'introduction. Du coup, on va démarrer. Il va y avoir le PowerPoint qui va s'afficher normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, parfait. Alors, ce qui serait bien déjà, c'est de savoir si tout le monde voit bien le PowerPoint. Est-ce que Philippe, tu as reçu des messages comme quoi les gens voient bien le PowerPoint, qu'on soit sûr que ça fonctionne bien? J'ai surtout pas de messages qui ne l'ont pas reçu, donc tout va bien. C'est bon, parfait. Alors, nickel. Bon. Oui, c'est bon. C'est beau, parfait, voilà, comme ça on démarre bien. Ok, merci Philippe pour l'intro. Bonjour à tous, on va passer un petit moment ensemble, on va passer un bon moment. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions au fur et à mesure. Vous allez voir, on a vraiment décortiqué la webconférence en 10 points spécifiques. Donc à la fin de chaque point, je vais répondre aux questions qui concernent ce point-là. C'est mieux, comme ça au moins ça sera frais dans votre tête et vous aurez vos questions tout de suite. N'hésitez pas à poser les questions et puis Philippe m'interrompra pour justement que je puisse y répondre avec grand plaisir. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti. Allez, c'est parti, on démarre. Tac. Alors, attendez, parce que du coup, on vérifie que ça fonctionne bien. Alors, ça, on met à distance. Hop, voilà. OK. Bien. Facebook, Instagram, LinkedIn, ok, c'est bon, on le sait, tout le monde le dit. Aujourd'hui, c'est the place to be pour trouver des nouveaux clients. Hein. Ça, on le sait. Enfin, quand les serveurs marchent, bien entendu, hein, le moment où les serveurs crashent, c'est peut-être plus compliqué. Mais quand tout marche bien, quand tout se passe bien, c'est vrai qu'il y a des opportunités juste énormes. On voit des entreprises qui se créent et qui se développent jusqu'à être des chiffres d'affaires à 6 chiffres, etc., juste en utilisant les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est incroyable les opportunités qu'il y a. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on commence à passer du temps à créer du contenu, on va créer des photos, on va créer des vidéos, on va créer plein de choses, on va passer énormément de temps. Et une fois qu'on a tout ça, on va aller publier sur nos réseaux sociaux. On va y passer des heures et des heures et des heures. Et tout ça, pourquoi? Pour toucher 100 personnes au final. Ouais, 100 personnes. Alors, c'est une caricature, bien sûr, il y en a qui vont toucher un peu plus, d'autres un peu moins aussi, mais tout ça pour dire qu'on ne va pas toucher grand monde. Et ça, aujourd'hui, c'est la réalité qu'il y a sur Facebook et Instagram. Quand on fait des publications organiques, dites gratuites, eh bien, on touche plus grand monde, malheureusement. Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On va pas les détailler. Par contre, il y a une seule chose qui est vraie, c'est qu'à l'époque, au tout début de Facebook et Instagram, il n'y avait pas énormément de gens qui publiaient. Donc, du coup, on avait de la place. Vous pouvez nous mettre beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous êtes en concurrence systématique avec plein, des millions de gens qui publient en même temps que vous. Donc, ça veut dire que c'est de plus en plus difficile d'avoir de la visibilité gratuite. Voilà, ça c'est le constat qu'il y a aujourd'hui. Donc, le premier piège là-dessus, c'est de ne pas investir en publicité. En tout cas, si votre objectif, au niveau de votre entreprise, vous voulez utiliser concrètement Facebook, Instagram, pour vraiment développer votre chiffre d'affaires, pour aller chercher du client tous les jours, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir investir en publicité, c'est-à-dire mettre de l'argent dans Facebook et Instagram. LinkedIn, c'est un peu différent.
On peut mettre de l'argent dans LinkedIn aussi. Ça fonctionne pour certaines activités, bien sûr. Mais on a encore un petit peu de visibilité gratuite sur LinkedIn. OK, il y en a encore un petit peu. Mais bien souvent, bien entendu, même réflexion, ce n'est pas suffisant pour vraiment développer concrètement son chiffre d'affaires tous les jours. OK? Donc, si on veut investir dans la publicité, c'est pour avoir de la visibilité conséquente, toucher vraiment beaucoup de monde, et aussi pour toucher de nouvelles personnes. Parce qu'en général, quand vous publiez sur Facebook et Instagram, qui voit vos publications? C'est les gens qui vous suivent déjà. Donc, vous avez beaucoup de chances pour que ce soit des gens qui feraient déjà appel à vos services s'ils ont besoin de vous, parce qu'ils vous connaissent déjà. Donc, on va utiliser la publicité pour avoir la visibilité conséquente et pour toucher de nouvelles personnes. Est-ce qu'on a des questions déjà sur ce premier piège? Et bien sûr que oui. Ah, Quel budget faut-il prévoir? ok, alors le budget, on va le traiter dans le piège numéro 10 à la fin. Et si je le mets à la fin, c'est pas pour rien. Et vous comprendrez pourquoi. Je ne vais pas vous faire le débrief maintenant. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'euros de budget. Déjà, je vous rassure par rapport à ça. Mais je le traiterai à la fin, parce que c'est vraiment le point numéro 10. Et j'insiste pour le garder à la fin. Alors, c'est tout pour l'instant. Il n'y a pas de questions? Allez, on continue. Donc, je me présente rapidement quand même. Je vous ai mis un peu dans le bain, etc. Mais bon, c'est qui ce gars-là là, qui nous raconte plein de choses sur la publicité? Donc, moi, c'est Greg. Philippe vous a déjà présenté, donc je vais pas expliquer concrètement les trucs. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je mange de la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok aussi. J'en mange tous les jours. J'en mange tous les jours. Donc, tout ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est le fruit de mon expérience que je vis tous les jours. C'est pas juste de la théorie que je vais trouver à droite à gauche. Non, non. J'en mange tous les jours. Et d'ailleurs, hier, j'étais bien embêté parce que quand il y a eu le crash, ben, toutes les pubs ont craché aussi. Voilà. Donc, du coup, j'étais bien embêté. Mais voilà, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que vraiment, c'est mon métier. Je le fais. J'en mange de la pub tous les jours. C'est très important pour moi de vous dire ça avant de continuer par la suite. Assez parlé de moi, on reprend les différents pièges. Piège numéro 2, c'est un de mes préférés celui-là, le booster la publication. Alors le booster la publication, Facebook vous le met de partout. Je sais que si vous êtes sur votre page, que ce soit sur votre téléphone mobile ou sur votre ordinateur, vous allez voir, le booster la publication, il est de partout. Et je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui l'ont déjà utilisé. Des fois, c'est intéressant parce que Facebook vous dit « Oh, tu mets juste 10 € et tu vas toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus de nouveaux clients, etc. etc. » Facebook a mis en place le booster la publication pour faciliter le fait d'utiliser la publicité. Sauf que dans le mot facile, il y a facile, mais il n'y a pas efficacité, performance derrière. Okay, donc, je vous recommande pas d'utiliser le booster la publication. Okay, parce que déjà, quand on dit booster la publication, c'est-à-dire qu'on reprend votre publication et on va la montrer à plein d'autres gens. Donc, sur le papier, c'est pas trop mal parce qu'on va avoir de la visibilité. Mais bien souvent, quand vous faites une publication sur votre page Facebook, vous vous adressez à vos fans, à ceux qui vous suivent. Enfin, je dis Facebook ou Instagram, hein, c'est la même chose, d'accord? Si vous adressez aux gens qui vous suivent. Donc, du coup, vous n'allez pas forcément vous adresser de la même façon à des gens qui vous suivent qu'à des gens qui ne vous connaissent pas, donc en publicité. Donc, souvent, la publication n'est pas adaptée. On ne va pas du tout faire la même publication à ceux qui vous connaissent qu'à ceux qui ne vous connaissent pas. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, quand vous décidez d'investir en publicité, je dis bien le mot investir, vous avez des objectifs de ROI, de retour sur investissement. Vous dépensez X euros, vous voulez que ça vous rapporte X euros. On est d'accord? Ce n'est pas juste on envoie de la pub pour faire de la pub. Okay, et en fait, ces objectifs-là, avec le booster à la publication, ben, vous avez du mal à vraiment le définir. Parce que techniquement, le booster à la publication, c'est juste, vous mettez de l'argent sur votre publication, elle est vue par d'autres personnes. Mais c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire? Combien d'argent je veux rentrer? Et comment? Vous voyez? Et ça, en fait, on ne peut pas l'avoir avec un simple booster la publication. Et on peut l'avoir avec le gestionnaire de publicité, qui est l'outil, le vrai outil de publicité
Facebook. Ce n'est pas un outil tierce fait par une autre entreprise ou quoi, c'est vraiment l'outil de Facebook, mais c'est là où on met en place les vraies campagnes de publicité. Pour pouvoir y accéder, c'est tout simple. Vous allez sur Google et vous tapez « gestionnaire de publicité Facebook » et il vous ramènera sur votre gestionnaire de publicité. Là, vous aurez beaucoup plus de paramétrage, beaucoup plus de choix d'options et c'est là où vous allez pouvoir vraiment mettre en place des vraies campagnes de publicité. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Toujours Non? pas, tu es Bon, trop précis. Alors, c'est bon. Ça me va, ça me va. On continue. Piège numéro 3. Ne pas intégrer la publicité à son processus de vente. Je l'ai dit juste avant, si vous faites de la publicité, si vous investissez de l'argent dans Facebook ou Instagram, ou même LinkedIn, ben c'est que vous voulez un retour sur investissement. Donc, ça veut dire que vos publicités doivent être intégrées à votre process de vente. Parce que si vous envoyez une publicité qui est complètement décorrélée de votre process de vente, ok, vous allez avoir de la visibilité. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si vous n'avez pas décidé de ce qui va se passer par la suite, ce que vous attendez que les gens qui voient votre publicité fassent, il ne se passera rien. Vous aurez de la visibilité, c'est bien, c'est cool. Mais il ne se passera rien. D'accord? Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour vous montrer concrètement qu'est-ce que j'appelle vraiment le système de vente. C'est ça. Ce système-là, il y a à peu près 90% des entreprises, même plus que ça, je dirais jusqu'à 99% des entreprises qui l'ont. C'est-à-dire aujourd'hui, pour générer du chiffre d'affaires, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui vous contactent. Sinon, on ne peut pas générer du chiffre d'affaires. D'accord? Une fois qu'ils vous ont contacté, hop, qu'ils vous ont laissé leurs coordonnées, derrière, vous les rappelez, vous discutez, voilà, oui, alors c'est quoi votre besoin, voici ce que je peux vous proposer, vous négociez, voici le prix que je peux vous faire, d'accord, une remise, pas de remise, etc. Ok. Et à la fin, hop, il signe votre prospect signe le bon de commande, il vous paye et vous avez fait du chiffre d'affaires. On est d'accord, ce système-là, 99% des entreprises l'ont, sauf ceux qui vendent en ligne. Mais le process est le même, d'accord? Mais globalement, c'est ce process-là. OK? Donc ça, c'est votre process que vous avez déjà en vente. Après, il est plus ou moins développé en fonction, ça va être des commerciaux, pas des commerciaux, etc. Mais le concept de base, c'est le même pour tous. Donc, quand vous faites des campagnes de publicité, votre objectif, c'est quoi? C'est bien entendu de relier ces campagnes-là à votre process de vente. Donc, en gros, si votre process c'est celui-là, dans cet ordre-là, eh bien, il va falloir que toutes vos campagnes de pub aient un seul objectif, c'est vous ramener des gens dans votre système. Donc, concrètement, ici, si je prends cet exemple-là, on va utiliser les campagnes de publicité pour nous générer des leads, pour nous générer des prospects, des gens qui vont laisser leurs coordonnées et derrière qu'on va pouvoir rappeler, négocier et les faire signer pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, moi, ce qui est important pour moi que vous compreniez bien, c'est qu'on ne met pas en place des campagnes de publicité juste pour avoir de la visibilité. Non, on met en place des campagnes de publicité avec un objectif bien précis, nous ramener des leads, des prospects concrètement. Et en fonction de notre objectif de campagne de pub, ce ne sera pas du tout le même type de publicité. Mais ça, si vous ne l'avez pas défini en amont, eh bien, vous allez payer, vous allez envoyer de la publicité, et qu'est-ce qui va se passer derrière? On n'en sait rien en vrai. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Il y a une question concernant les paramétrages des publicités. Est-ce qu'elles sont identiques sur Facebook et LinkedIn? Alors, elles sont pas identiques à 100%, mais LinkedIn, c'est vraiment beaucoup inspiré de l'outil de publicité Facebook. Donc, si on maîtrise l'outil publicitaire Facebook, on maîtrise assez facilement l'outil publicitaire LinkedIn et vice-versa. Voilà. Sachant que l'outil de publicité Facebook est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus d'options par rapport à LinkedIn, hein, parce que Facebook, c'est vraiment son cœur de métier, alors que LinkedIn, ils sont plus sur les comptes premium, les machins, donc c'est un peu différent. Mais sinon, les outils se ressemblent vraiment dans leur approche. Voilà. Merci. Il n'y a pas de questions? Il y en avait qu'une. Eh bien, on continue alors, c'est parti.
Piège numéro 4. Tomber dans l'hyper-ciblage. Alors, celle-là, je la vois souvent. Moi, souvent, quand je prends des nouveaux clients, ils me disent, alors voilà, moi, ma cible, c'est les hommes qui ont entre 32 et 35 ans, qui ont montré un intérêt dans les chaussures, puis également dans le jardin, puis dans le machin, etc. Et finalement, on arrive sur un truc qui est hyper ciblé, et plutôt que de cibler des centaines de milliers de personnes, on va cibler que, je sais pas, 500, 600 personnes. OK. Et on se dit, là, on est hyper ciblé. On est hyper ciblé, on est nickel. Eh ben non, eh ben non. Justement, ça ne fonctionne pas. Parce que je comprends, on nous a toujours dit avec le marketing, l'hyper ciblage, la segmentation, il faut vraiment faire des trucs hyper ciblés, hyper focus et tout. Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Mais pas trop non plus. Pas trop, pourquoi? Parce que, bien sûr, on le voit avec l'outil de publicité Facebook, on a des possibilités de ciblage énormes. C'est-à-dire qu'on peut cibler les hommes, les femmes de tel âge, à tel âge, qui sont dans telle région géographique, à 1 kilomètre près. À 1 kilomètre près, c'est énorme comme truc là. Et derrière, on peut cibler par rapport au centre d'intérêt, les chaussures, le shopping, le jardin, les vêtements, bref, il y a plein de mots-clés. Du coup, effectivement, si on travaille nos personas, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ce terme-là, qui est vraiment la méthode pour déterminer son client type, son client cible, on va l'affiner au maximum pour le connaître par cœur de notre client, ok? Ben, du coup, on a tendance à vraiment hyper cibler, réduire, jusqu'à trouver un ciblage extrêmement précis. Est-ce que c'est bien? Au début, on dirait oui, mais en fait, non. Parce que les outils de publicité avec l'algorithme Facebook, qui est ultra puissant, ils préfèrent vraiment travailler sur les audiences larges. Alors, bien sûr, je mets un petit bémol quand même. Si vos clients, ce sont uniquement des femmes qui peuvent acheter vos produits ou vos services, j'en sais rien, bien sûr qu'on on va pas cibler les hommes. Donc, il faut déterminer vos critères, ce que j'appelle des critères primaires. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas acheter, mais du tout, ne pourront jamais acheter votre produit ou votre service, bien sûr, on les enlève. Mais sinon, pour le reste, je vous recommande vraiment de tester des ciblages larges. Parce que bien souvent, avec mes clients, on s'en rend compte, mes clients, ils me voient et me disent, voilà, moi, j'ai remarqué que ce sont les gens qui sont comme ça, comme ci, comme ça, avec tel centre d'intérêt, etc., etc. Et du coup, ils ont déjà mis en place des campagnes de pub comme ça. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Le problème, si vous êtes dans l'hyper-ciblage comme ça, c'est que si vous êtes trompé, si vous croyez connaître vos clients types, etc., et que vous vous trompez, il ne se passera rien. Il ne se passera vraiment rien du tout. Et du coup, vous allez foirer complètement votre campagne de pub. Alors que si vous êtes un peu plus large, eh bien du coup, même si ce que vous pensiez au début, c'était faux, mais vous avez ciblé large, mais l'algorithme va quand même aller chercher des gens qui vont être intéressés par ce que vous faites. Et puis, dites-vous une chose, c'est que l'algorithme est très, très intelligent. Et en fait, en général, il connaît mieux vos clients que vous. Parce que comment fonctionne l'algorithme? Je vous montre. Vous commencez à lancer une campagne de pub. Et vous avez dit, je veux cibler les hommes qui ont entre tel âge et tel âge et qui ont montré un intérêt pour le jardin. Allez, je prends un exemple. OK. Derrière, l'algorithme va commencer à envoyer votre publicité sur ce ciblage-là. Et du coup, l'algorithme, quand il va commencer à avoir les premiers résultats, ben, du coup, il va dire, oh, attends, j'ai cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là qui ont répondu à mon objectif. Du coup, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, OK, quels sont les autres points communs que ces gens ont entre eux? Et qu'est-ce qu'il va faire après? Eh bien, il va aller diffuser en priorité votre publicité aux autres personnes qui ont les mêmes points communs que l'algorithme vient de trouver par rapport à ça. En fait, il apprend au fur et à mesure. Et ça, si vous squeezez vraiment, si vous êtes vraiment sur un ciblage extrêmement précis, extrêmement petit, l'algorithme est étouffé et du coup, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas optimiser. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question, mais je pense que tu vas la garder, tu vas y répondre à la fin. Mais est-ce que le ciblage a un impact sur le budget final?
Non, le ciblage n'a pas d'impact sur le budget. Ce n'est pas parce que vous décidez de cibler plus ou moins grand que la publicité va vous coûter plus cher à la base. Maintenant, il y a forcément des mots-clés et des ciblages qui suscitent plus d'intérêt de la part de vos concurrents. Et quand je dis concurrents, ce n'est pas forcément des concurrents qui font la même chose que vous, mais des concurrents qui font aussi de la publicité sur Facebook et qui ont les mêmes cibles que vous. Par exemple, si vous ciblez, comme vous êtes une boutique en ligne, je vous recommande de cibler tous les gens que Facebook appelle les acheteurs actifs. C'est quoi acheteur actif? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont acheté en ligne durant la dernière semaine. Des gens qui ont l'habitude d'acheter en ligne. Si vous êtes une boutique en ligne, vous avez envie de viser ceux qui achètent en ligne. Normal. Mais le problème, c'est que ce mot-clé-là, acheteur actif, ben, toutes les boutiques en ligne l'utilisent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enchère sur ce ciblage-là, il augmente. Donc, forcément, si vous ciblez des personnes qui sont acheteurs actifs, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc, ce n'est pas une question de ciblage et de coût, c'est une question de concurrence sur les différents mots-clés. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Écoute, on va voir si la personne, elle le commente ou pas. Et là, une autre. Alors, est-ce qu'on peut cibler des professionnels pour le B2B avec, par exemple, Facebook et Insta? Oui. Notamment, un autre exemple pour apparaître sur le fil d'actualité des personnes qui génèrent des pages pro ou des groupes. Exactement, ouais, oui, on peut. Il y a un ciblage, un mot-clé qui s'appelle administrateur de pages professionnelles et bien entendu, c'est un excellent moyen pour cibler des pros, effectivement. Ouais. Et ta réponse était, je cite, parfaite. Donc, voilà. Ok, bon, ben top, alors nickel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les ciblages ou on est bon? On est bon? Allez, on continue. Piège numéro 5. Ne pas faire de testing. Alors, c'est quoi le testing? C'est la base de tout le marketing digital. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous mettez en place une campagne de pub sans faire de testing, vous perdez à peu près 80% de la puissance des outils de publicité. Pourquoi? Pour répondre à une seule et unique question. Si maintenant, je vous pose une question, si je vous dis, alors, pour ta campagne de publicité, quel est le ciblage qui va marcher le mieux? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est ceux qui ont montré un intérêt pour le jardin ou les autres pour la nature? Alors, c'est quoi? Alors là, je pense que vous allez me dire, ouais, mais attends, Greg, moi, je pense que par rapport à mes clients, quand je les vois, ils aiment bien aller au jardin, mais ils aiment bien la nature aussi. Mais je pense que le jardin, ça sera mieux. Ok, d'accord. Donc, moi, je peux sortir ma boule de cristal et je peux vous dire, ouais, non, je pense que moi, ce qui est mieux, c'est tout ce qui est intérêt lié à la nature. Je pense que c'est ça qui marchera mieux. Mais en fait, je suis pas de devin en vrai. Donc, pour savoir ce qui va vraiment marcher, on fait ce qu'on appelle du testing. Donc, si vous avez une question, vous dites, voilà, est-ce que c'est le ciblage sur ceux qui ont montré un intérêt pour le jardin ou est-ce que c'est le ciblage pour ceux qui ont montré un intérêt pour la nature? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous mettez les deux en même temps. Les outils, c'est pour ça que la puissance des outils publicitaires, notamment du gestionnaire de publicité, et c'est là où ça prend toute sa puissance, c'est que vous pouvez tester plusieurs choses en même temps. Ce qui fait qu'à l'issue de la campagne de publicité, on pourra dire concrètement, est-ce que c'est l'intérêt jardin ou est-ce que c'est l'intérêt nature qui a le mieux fonctionné? Mais on ne va pas se baser sur des pensées, je pense que, je pense… Non, on va se baser sur les chiffres. Si dans votre campagne, vous voyez que vous avez eu plus de résultats sur le ciblage jardin, eh bien, ça veut dire que le ciblage jardin fonctionne mieux, mais sur la base des chiffres, pas de devins, etc. Okay. Pareil pour les visuels. Une question qu'on me pose souvent, c'est Greg, j'ai deux photos, regarde, une comme ça, une comme ça. Tu penses que je mets laquelle? Réponse simple, tu mets les deux. Tu mets les deux et tu regardes celle qui marche le mieux. Tout simplement. Parce qu'on est tous avec des a priori, et moi, alors, maintenant, avec l'expérience, je commence à avoir une idée, de me dire, OK, je pense que ce visuel marchera mieux, et je commence à être bien, en fait, dans les prédictions. Mais même avec ça, j'ai quand même régulièrement des surprises où je me dis, ce visuel-là, il ne pourra jamais fonctionner.
c'est moche, c'est ci, c'est ça, il ne pourra jamais fonctionner. Mais je me dis, je teste quand même, on va voir. Et là, bim, il cartonne et tout le reste, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut tester pour vraiment savoir ce qui va fonctionner derrière. Et si on ne teste pas, ben, du coup, on reste sur nos a priori, puis on lance une campagne de pub et on regarde, OK, ça a marché, ça n'a pas marché. Ouais, je sais, non, ça n'a pas trop marché. Mais pourquoi? Ça se trouve, on a fait une photo, ça se trouve, c'était une vidéo qu'il fallait faire. Mais si on n'en a pas fait le test, on ne peut pas savoir. Vous voyez? Le testing, très, 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 très important. On ne lance pas de campagne de publicité sans faire du testing. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors, deux questions. La première, est-ce qu'il vaut mieux du visuel ou du texte? Et bien entendu, est-ce qu'on peut mesurer la différence d'impact? Oui, Et la alors, seconde, puisque vas-y, réponse ouais, à la on va faire step by step. OK. Donc, oui, pareil. Est-ce que c'est mieux alors, en tous les cas, une publicité, il y a toujours un visuel plus un texte au-dessus, dans les deux cas. D'accord? Donc, maintenant, si la question, c'est est-ce qu'il faut mettre du texte dans le visuel? Bah, on peut tester, effectivement. On peut faire tester une photo avec beaucoup de texte dessus. Au moins, ça attire l'œil, on comprend tout de suite ce qu'on veut faire, etc. C'est une possibilité. Et ensuite, dans une autre publicité, en même temps, on l'envoie, on met cette fois-ci un visuel sans texte. Et on regarde ce qui fonctionne le mieux. Mais le visuel avec texte, il n'y a pas de souci, ça se fait. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Deuxième question, c'était, tu as surtout parlé de photos, mais est-ce qu'il faut privilégier la photo ou la vidéo? Ça, c'est une de mes questions préférées. Personnellement, j'adore la vidéo. J'adore la vidéo, surtout quand ton activité, c'est du service. Quand c'est du produit, tu peux faire juste des photos, quoi. Mais quand tu vends quelque chose, quand c'est toi que tu vends, en fait, que tu vends le service derrière, les gens, ils ont besoin de te faire confiance à un moment donné. Et pour te faire confiance, ben, entre une photo fixe, comme ça, ou une vidéo où ils te voient parler, ils te voient sourire, ils te voient en action, etc., ben, du coup, tu donnes forcément plus confiance quand tu fais une vidéo. Maintenant, je sais que la vidéo, c'est un point qui est assez bloquant chez les chaînes d'entreprise. Je le sais. Je le vis avec mes clients tous les jours. Je les pousse tous à faire de la vidéo, mais je sais que c'est un point bloquant. Donc, j'insiste pas parce que, bien sûr, je ne veux pas qu'ils soient bloqués par rapport à la vidéo. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc, ce n'est pas obligatoire, entre guillemets. Mais quand même, je recommande la vidéo. Ouais. Et puis, de toute façon, toujours pareil. Là, la même réflexion. Qu'est-ce qui marcherait mieux entre une photo et une vidéo? On envoie les deux en même temps et on regarde ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Bon, du coup, plein de questions. Alors, Vas-y, vas-y. là, on va les décomposer. Ouais. Déjà, est-ce que la vidéo peut-elle se suffire à elle-même ou faut-il rajouter du texte? Ça dépend quel type de vidéo. En fait, quand on lance une campagne de publicité sur Facebook, Insta ou même LinkedIn, on appelle ça une guerre d'attention. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1 de la publicité, c'est de faire en sorte que les gens qui sont là sur leur téléphone, à scroller, à regarder ce que font leurs amis, ah, trop drôle, et qui s'arrêtent sur votre publicité. Parce que si vous faites une publicité et que les gens ne s'arrêtent pas dessus, ben, ça ne sert à rien, personne ne la verra. Donc, le premier objectif, c'est de faire en sorte que les gens s'arrêtent dessus. Et comment on fait pour faire en sorte que les personnes s'arrêtent dessus? Ben, soit on met une grosse accroche en haut au sein même de la vidéo, vous le voyez souvent, vous voyez des vidéos passer sur Facebook et Instagram où vous voyez la vidéo, et au-dessus de la vidéo, il y a un bandeau avec écrit avec l'accroche, quoi, devenez riche en moins de 5 minutes par jour ou un truc comme ça. Vous voyez ces vidéos-là, ces vidéos. Voilà. Typiquement, ça, c'est fait pour faire en sorte que vous vous arrêtiez sur la vidéo. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que oui, je vous recommande d'utiliser un bandeau avec une accroche sur la vidéo. Donc, vous pouvez faire une vidéo en format carré, par exemple, avec une accroche en haut au niveau de la vidéo, et toujours les sous-titres. 80% des vidéos, et je me demande même si ce n'est pas plus encore, 80% des vidéos sont lues sans le son sur Facebook et Instagram. Donc, les sous-titres, c'est vachement recommandé. Sinon, les gens vont voir comme ça. Et du coup, ben, ils ne comprendront rien. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une durée idéale de la vidéo? Moins d'une minute. Moins d'une minute, sauf si votre vidéo est juste amazing, est incroyable. C'est-à-dire qu'elle apporte une valeur de fou, ou alors des images de fou, tout ça pour convaincre les gens. Dans ce cas-là, on peut aller au-delà d'une minute jusqu'à 3 minutes max. Mais sinon, si vraiment c'est du blabla qui va ennuyer les gens, 1 minute max. Voilà. Alors, il y a encore une question, j'espère que je vais bien la traduire. Pour faire du testing, est-ce que la publicité, il faut la faire pendant combien de temps? Combien de jours? Au moins 15 jours. Au moins 15 jours. Ok. C'est Je pense bon? que ouais, tu peux Ouais. poursuivre. Allez, ça va. Ouais, au moins 15 jours pour laisser le temps, l'algorithme de bien se mettre en place, de bien toucher du monde, voilà, pour que le test soit vraiment pertinent. Si on fait au bout de 2 jours, on arrête, bah, du coup, si c'est pas encore assez développé, ça sert à rien. Ah oui, un petit conseil pour une application gratuite pour faire du montage vidéo. Oh, non, malheureusement, j'ai pas. Alors, oui, si. Il y a CapCut, CAPCUT, qui est l'application officielle de tous les TikTokers. Eh oui. CapCut, moi j'utilise quelques fois, j'utilise pas tout le temps parce que moi j'utilise après Premiere Pro pour faire une vidéo, mais CapCut c'est gratuit et ça fonctionne très bien. On filme avec son téléphone aujourd'hui? Ouais, ah Ah, oui. Après c'est sûr que si vous avez une super caméra qui fait une qualité de fou et tout, ok, bien sûr, vous pouvez, mais le téléphone suffit. En tout cas pour faire des vidéos, pour mettre en place sur des campagnes de publicité, faites des vidéos avec votre téléphone. Oui, n'allez pas chercher un truc hyper compliqué. La qualité des téléphones est largement suffisante pour être sur les réseaux sociaux. Largement. et encore une question sur la durée des campagnes de pub. Hors testing, il faut qu'elle dure combien de temps à peu près? 15 jours minimum. 15 jours Voilà. minimum. 15 jours minimum. Ouais, 15 jours minimum. Est-ce qu'on est bon? Allez, c'est bon, Grégory, tu peux poursuivre. Allez, on continue. Piège numéro 6. Et celui-là, il est lié avec tout ce qu'on vient de dire maintenant, là. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est celui avec lequel je me bats avec tous mes clients. Ne jamais mettre d'humain dans les visuels. Alors oui, je sais, c'est dur. Je sais, c'est compliqué. Mais non, je ne veux pas passer devant la caméra. J'ai pas envie qu'on me voie moi. C'est mon entreprise. Blablabla. Je les connais toutes, des excuses. Je les connais toutes. Mais le problème, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, dans le mot réseau social, il y a le mot social. Il y a le mot humain. Et là, par contre, c'est même pas moi avec ma boule de cristal, c'est vraiment sur les tests que j'ai mis en place chez tous mes clients. Et depuis le début, là, par contre, c'est sans appel. Dans 95% des cas, des visuels humains fonctionnent mieux que des visuels non humains, tout simplement. Et quand je dis humain, on va y arriver, je ne veux pas des images libres de droit. Je ne veux pas des humains que vous trouvez sur Canva ou j'en sais rien. Des vrais humains. Donc vous, vos clients, j'en sais rien, votre équipe, les gens qui travaillent pour vous, peu importe, mais des vrais humains. Tout ce qui est libre de droit, les visuels libres de droit, etc. Alors, je sais que c'est la facilité. Ah ouais, mais moi, j'ai pas de photo, donc du coup, ouais, ouais, il y a un truc là, j'ai vu sur une page donc libre de droit, il y a un mec en costard qui représente bien et tout. Non. Enfin, si vous voulez, allez-y, c'est pas, allez-y. Mais je vous le recommande vraiment pas. On en a marre, en fait, des pubs qui font pub. Le constat, il est simple, hein. On en a marre de ça. Donc, du coup, si quelqu'un voit sur son fil d'actualité, donc je vous reprends la scène, hein. Quelqu'un est sur son fil d'actualité, il regarde un petit peu ce que font leurs amis, tout ça. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc, il voit de l'humain, des photos normales et tout. Et d'un coup, il voit une photo, ben, ça se voit que c'est libre de droit. Ça se voit que c'est des photos impersonnelles comme pas possible, ça se voit. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est une pub. Il zappe complètement. Complètement. Donc, vraiment, je vois, c'est pas obligatoire, hein, je reste dessus, mais pour moi, c'est indispensable. Surtout quand on fait dans le service. Quand vous êtes dans le service, par exemple, je sais pas, vous êtes plombier,
par exemple au hasard, hein, comme ça, qui me vient l'idée là. Ou agent immobilier, tiens, agent immobilier, qui est un truc un peu plus global. Ok, vous êtes agent immobilier, qu'est-ce que vous vendez concrètement? C'est vous que vous vendez. Et vous savez, parce que à chaque fois que je parle avec des gens immobiliers, ils me disent, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec les gens, je parle de mon métier à tout le monde, c'est comme ça qu'ils me recommandent, etc. Mais pourquoi ils vous recommandent? Parce qu'ils vous connaissent en tant qu'humain. Et là, c'est pareil. Votre premier objectif, quand vous mettez en place une campagne de publicité, c'est de générer du résultat tout de suite. C'est-à-dire, je veux générer des leads, des prospects tout de suite, ou si vous avez un site web, une boutique en ligne, je veux vendre des produits tout de suite. OK, OK, c'est normal. Maintenant, après, quand vous êtes dans le service, vous avez aussi besoin, enfin, votre deuxième objectif, c'est de devenir la personne à contacter sur votre marché, le meilleur de votre marché. Et si vous ne vous montrez pas vous, les gens ne se souviendront pas de vous. Si vous êtes agent immobilier, que vous faites une vidéo, que vous expliquez comment bien vendre son bien, comment vous avez pu accompagner vos clients à vraiment vendre rapidement, dans des bonnes conditions, au juste prix, etc. Si vous faites ça en vidéo et que vous balancez ça en publicité, ben peut-être que il y a des gens qui vont vous contacter directement, qui vont avoir besoin aujourd'hui de vous contacter, et peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas envie de vous contacter aujourd'hui ou qui n'ont pas besoin de vous contacter aujourd'hui, mais qui vont le faire ultérieurement. Parce qu'ils vont se rappeler de vous, de votre visage, avec le sourire. Ok, c'était un gars ou une fille qui était vachement sympa, elle a donné des bons conseils, elle avait l'air cool et tout et tout. Ben, à qui on fait appel quand on a besoin de quelque chose? À celui en qui on a confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, avec une vidéo, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir donner beaucoup plus confiance. Vidéo humain, bien entendu. Pas une vidéo PowerPoint ou un truc comme ça. Enfin, un diaporama ou un truc comme ça. D'accord? Donc, si vous pouvez le faire, mettez de l'humain. Vraiment, vraiment. Vous allez personnaliser vos publicités. Les gens ont envie de voir des humains et mettez de l'humain. Voilà. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Tu peux continuer. Je peux continuer? Je continue alors. Il n'y a pas de question sur le côté humain. Ça me paraît bizarre, ça. Ça me paraît bizarre, ça. Non, non, est-ce que le dirigeant. Il y avait des questions justement sur le fait de prendre des images libres de droit, mais tu as répondu. Et est-ce que le dirigeant doit obligatoirement être dans la vidéo? Tu as répondu aussi, parce que ça peut être le dirigeant, ses collaborateurs, ses clients, enfin, l'humain. L'humain. On veut voir du vrai, en fait. C'est quoi la différence? Moi, j'aime bien poser cette question. C'est quoi la différence, si vous êtes agent immobilier, c'est quoi la différence entre vous, je prends un agent immobilier qui est indépendant, hein, qui fait partie d'un réseau, machin, qui est indépendant, et la grosse entreprise numéro 1 au monde, machin, etc. C'est quoi la différence? C'est vous. Et que du coup, on fera plus confiance à quelqu'un qui est comme nous, qui est là, qui en tant qu'humain, qu'à une boîte multinationale qui fait… Enfin, voilà, aujourd'hui, la confiance, elle est là. Donc, du coup, il faut exploiter ça. Et du coup, la grosse boîte multinationale, vous pouvez être sûr que eux, ils vont pas le faire, ça. Ils vont faire appel à des vidéos hyper institutionnelles, formelles, etc. Et c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. On est OK? Piège numéro 7. Ne pas analyser les résultats. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent « Greg, j'ai mis en place des campagnes de pub, ça n'a pas fonctionné, ça m'énerve, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Quand je rentre, moi, dans leur gestion de publicité, que je regarde leurs résultats, je me dis la campagne, en fait, elle n'a pas fonctionné parce qu'il manquait un truc, mais sinon, tout le reste était bon. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas « j'ai pas beaucoup vendu, ok, c'est bon, je les laisse tomber », c'est « j'ai pas beaucoup vendu, pourquoi ?» Parce que si on se rend compte que la pub était bonne, c'est-à-dire qu'on avait énormément de clics, que le coût par clic n'était pas du tout cher, que on avait un bon taux de clic, c'est-à-dire sur 100 personnes, combien ont cliqué, c'était hyper performant, la publicité a bien fonctionné, les gens ont été accrochés par la publicité, ça m'a ramené beaucoup de monde sur mon site internet. Mais peut-être que le problème, il n'est pas forcément sur la publicité, il est sur le site internet.
quand vous renvoyez les gens, parce que souvent ce que font dans les campagnes de pub, les gens renvoient les gens, enfin les entreprises renvoient les gens sur leur site web, mais ils renvoient les gens sur la page accueil où il y a plein d'informations, plein de ci, plein de ça. Du coup, les gens ils arrivent sur le site et puis, ok, bon, ils repartent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, ce n'est pas un problème de publicité. On a trouvé des bonnes personnes qui sont venues, etc. Mais non, ils arrivent sur le site, ça ne convertit pas. C'est parce qu'il y a un problème sur le site, ce n'est pas un problème sur les pubs. Mais ça, on peut le savoir que si on rentre vraiment dans les indicateurs. Taux de clic, coût de la publicité, coût par action, coût par... Voilà. Et ça, il faut vraiment analyser step by step. C'est comme ça qu'on va savoir si c'est un problème qui vient de la publicité, mais est-ce que c'est un problème qui vient du ciblage? Est-ce que c'est un problème qui vient du visuel, du texte? Vous voyez, on met en place ça, on regarde tous les indicateurs, plus on compare avec les tests qu'on a fait, les différentes photos, les différents ciblages. Et avec tout ça, on peut prendre une décision et se dire, OK, on a un problème ici, on va essayer de le régler. Ou alors, ça peut arriver, c'est rare. Parce qu'il je pense qu'il y a au moins 95% d'entreprises qui peuvent utiliser la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn pour se développer. Mais il y en a, ça peut arriver ou ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, on le sait, on a regardé tous les indicateurs, ça ne marche pas et on arrête. Mais avant d'arrêter, on regarde ce qui ne marche pas. Parce que si ça se trouve, on a mis en place une campagne de pub, on n'a pas eu beaucoup de résultats finaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de prospects, par exemple, mais parce qu'on n'a utilisé qu'une seule photo. Si ça se trouve, on fait la même chose avec une vidéo, ça cartonne. Mais pour ça, il faut qu'on regarde les bons indicateurs. Il y a des questions. Concernant les clics, est-ce qu'il y a un coût acceptable pour les clics? Alors, oui, il y a un coût qui est acceptable pour les clics. Le coût moyen aujourd'hui du clic sur Facebook, il est entre 30 centimes et 70 centimes. C'est le coût moyen. Mais moi, je relativise toujours parce que je me dis, le coût par clic, c'est un bon indicateur pour savoir si on est bon dans le ciblage, dans le taux de clic, etc. OK. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est combien on vend derrière. Parce que si on est une boutique en ligne et on vend, par exemple, des produits à, je sais pas, à 20, 30 euros, là, le coût par clic, je vais le regarder vraiment de près, quoi. Il faut que ça me coûte le moins cher possible. Maintenant, si je suis une entreprise de service et que mon service, je le vends 2 ou 3 000 euros, bah, je peux monter jusqu'à 2 ou 3 euros le coût par clic, si c'est déqualifié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le coût par clic moyen, pour répondre à la question, le coût par clic moyen entre 30 et 70 centimes. Voilà. Si on est dans ces eaux-là, OK, on est plutôt bien, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, regardez le prix que vous vendez derrière et la marge que vous avez. Parce que tout est lié, en fait. On peut être prêt à payer un clic plus cher si le chiffre d'affaires généré est beaucoup plus élevé, bien entendu. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur, c'était important, je pense. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Allez, tu peux continuer. On peut continuer? On y va. Ouais, c'est bon, on a bientôt fini là. Piège numéro 8. Faire l'impasse sur les outils business. Qui connaît ici le business manager? En général, quand je sors le mot business manager, les gens ils me font non. C'est vrai qu'il est un peu chiant à mettre en place, à prendre en main, mais une fois qu'il est là, et du coup, on arrive à faire des choses qui sont hyper intéressantes et tout est vraiment hyper calé. Pourquoi on a besoin en fait des outils business et pourquoi on a besoin de tous les outils business? Quand on lance une campagne de publicité, ok, on paye, d'accord, ok, on va lancer cette campagne depuis un compte publicitaire. Ok, le compte publicitaire va envoyer de la publicité au travers d'une page Facebook ou d'un compte Instagram ou les deux en même temps. D'accord? Ensuite, la publicité va arriver là, les gens vont cliquer sur la publicité, ils vont aller sur le site web. Mais comment je fais, moi, derrière, pour savoir ce qui s'est passé une fois que les gens ont cliqué ici? Ben, du coup, je mets en place ce qu'on appelle le pixel Facebook. Et c'est ce qui va me permettre derrière de suivre ce que les gens ont fait sur mon site. Donc, je vais pouvoir remonter ici sur mon gestionnaire de publicité les résultats que j'ai eus. Si des gens qui ont acheté un produit après avoir vu ma publicité, je le saurai grâce au pixel qui est installé sur mon site web. Okay? Donc, il y a plein d'outils comme ça qui vont me permettre de mesurer
vraiment l'impact de mes campagnes publicitaires, même une fois que les gens sont sur mon site web. Ce n'est pas uniquement sur Facebook et Instagram. Et c'est ça qui est hyper important. Mais là, on voit bien qu'on a gestionnaire de pub, on a les pages Facebook, les comptes Instagram, on a le site web, on a le pixel. Ça fait beaucoup d'éléments qu'il faut à tout prix mettre en fonctionnement ensemble. Et donc ça, le top du top, c'est de passer par le Business Manager pour s'assurer que tous les outils soient vraiment tous en harmonie, que tout fonctionne bien. OK? Et là, on peut aller encore plus loin parce que si on va en ligne, on peut également ici ajouter, lier votre catalogue que vous avez sur votre boutique en ligne. On peut le lier grâce au pixel au catalogue que vous avez sur votre boutique Facebook. Et dès que vous ajoutez un produit sur votre site, il est automatiquement ajouté sur Facebook. Il y a plein de choses comme ça. Mais du coup, pour ça, il faut vraiment aller chercher et aller mettre en place tous les outils du Business Manager. Il y a vraiment des outils qui sont hyper puissants. Il faut tous les utiliser. Parce que si, par exemple, vous squeezez ne serait-ce que le pixel Facebook, ben, vous avez dépensé de la pub, les gens vont cliquer, et une fois qu'ils arrivent ici, silence total. On ne sait pas ce qui se passe. C'est dommage. Parce que du coup, vous aimeriez savoir si votre pub vous rapporte vraiment des choses derrière. Donc, vous avez besoin du pixel. Il y a un pixel pour LinkedIn aussi ou pas? Ouais, c'est ce qu'on appelle le LinkedIn Insight Tag. Donc, c'est des outils différents? Ouais, c'est différent, mais le fonctionnement est le même. C'est le nom qui est différent, mais sinon, c'est exactement la même chose. Pour tous ceux qui sont sur WordPress, du coup, il y a des extensions qui permettent d'installer le pixel de manière très très simple, que ce soit sur Facebook enfin, pixel Facebook ou alors le tag LinkedIn, c'est pareil. Ok. Donc, il y a vraiment des outils qui permettent de le faire. Si vous êtes sur Shopify, pour ceux qui vendent en ligne, ce qui est bien, c'est qu'il y a juste un clic à activer. Shopify, c'est vraiment le top pour tout ce qui est boutique en ligne et lien vers Facebook, Instagram, etc. Si vous utilisez TikTok, pareil, TikTok, il y a le pixel TikTok aussi que vous allez sur votre site web. Voilà. Donc, ouais, il y a un truc pour LinkedIn aussi. Merci Grégory. Est-ce qu'on est bon? Allez, tu peux poursuivre. Allez, on poursuit. Numéro 9. Ne pas exploiter la puissance du retargeting. Si vous ne faites pas du retargeting, vous perdez 80% de la puissance de la publicité. Alors, le retargeting, c'est quoi? Reciblage. En français, le mot anglais est plus joli quand même. Hein, c'est plus marketing, retargeting, c'est plutôt cool. Mais en fait, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer en une seule situation. Vous allez me dire, ah ouais. Quand vous allez sur un site de... Allez, on va prendre un exemple simple. Vous allez sur le site de Zara. Et vous allez voir qu'il y a des super bots qui vous plaisent. Waouh, elles me plaisent trop. Ah, j'ai envie de les acheter, tout ça. Vous allez voir ces bots, mais vous vous dites, bah, j'ai pas envie de les acheter maintenant, je verrai plus tard. Et là, vous sortez, vous arrivez sur votre Facebook. Et qu'est-ce que vous voyez? La pub de ces bots que vous avez vus juste avant, mais les mêmes. Et là, vous vous dites, non, mais attendez, il me traque là. C'est pas possible, il me traque là. Eh ben ouais, il vous traque. Et c'est ce qu'on appelle le retargeting, tout simplement. C'est ça, le retargeting. Et ça, c'est facile à mettre en place grâce aux outils Facebook et Instagram. Et pourquoi c'est important, le retargeting? Alors, les Américains disent « retargeting is where the money is ». Eh oui, parce que, est-ce que vous connaissez le chiffre marketing? Chiffre marketing, alors aujourd'hui, il y a écrit 7 là, mais je crois que c'est plus, c'est passé à plus maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient votre marque, votre produit, peu importe, 7 fois avant d'acheter. C'est la moyenne. Il faut qu'ils voient une fois. C'est pour ça que du coup, Carglass et tout le reste nous bourrent l'esprit avec leurs trucs et tout, là, parce qu'eux, ils ont compris que eux, c'est pas 7 fois, c'est 8 milliards de fois, mais ils ont compris que du coup, quand tu vois une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et bien après, ok, tu seras prêt à acheter et tu vas acheter. La moyenne, c'est 7, mais je crois qu'elle a augmenté. C'est passé aux alentours depuis plus de 10, je crois. Mais bon, pour l'instant, dans les livres et tout, c'est resté à 7. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est venue sur votre site web, mais qui n'a pas converti, c'est-à-dire que soit qui n'a pas laissé ses coordonnées, si vous êtes dans le service, ou soit qui n'a pas acheté votre produit,
si vous vendez en ligne. Est-ce que ça veut dire que cette personne ne pourra jamais devenir client? La réponse est non. Ça ne veut pas dire ça, absolument pas. Peut-être qu'elle est venue, mais elle n'est pas prête à acheter. Ou peut-être qu'elle est venue, mais elle était en réunion ou au boulot, et elle ne pouvait pas vous contacter ou acheter le produit maintenant tout de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens ont montré un intérêt à un moment donné, eh ben, il faut continuer à leur envoyer la publicité. Et du coup, vous pouvez, grâce à ces outils-là, vraiment cibler uniquement les personnes qui ont visité votre site ou interagi avec vous, etc. Et ça, c'est puissant, vraiment puissant. Okay. Est-ce qu'on en a des questions sur le retargeting? Non. Non? Je pense que tout le monde attend la dernière. Le budget, c'est ça! Le budget! Alors, attends. Voilà. Piège numéro 10. Ah, ma préférée. Toujours le meilleur pour la fin. Moi, ça, c'est le cas que je vois énormément. C'est-à-dire, je rencontre des entreprises je leur explique, je me dis salut, moi c'est Greg, je gère des campagnes de pub sur Facebook et tout. Et les gens, ils me disent moi, la pub Facebook, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai mis 10 € dans un booster à publication et ça m'a rien rapporté derrière. Ah, ok, bon, allez, on va essayer. Concrètement, 10 €, ça ne nous apportera rien. Ok. Le budget ne sert à rien, entre guillemets. Aïe, je sens que je vais me faire insulter là. Mais le budget ne sert qu'à une seule chose. Le budget, ça sert à toucher plus de monde. Plus vous mettez de budget, plus vous touchez du monde. C'est tout. Basta. La performance de votre campagne de publicité est liée à comment vous allez la paramétrer, les visuels, les textes, le ciblage, etc., etc. Et le budget va simplement vous permettre de toucher plus de monde. Donc, la seule question que vous devez vous poser par rapport au budget, c'est quel est le nombre minimum de personnes que je dois toucher pour faire en sorte que ma publicité soit pertinente. Si vous mettez 10 € de budget dans une campagne de pub, concrètement, vous allez tout toucher, je ne sais pas, peut-être 500 ou 1000 personnes, quoi. Alors, ça paraît énorme, mais c'est rien. En vrai, c'est rien. Donc, c'est-à-dire, vous mettez 10 €, vous n'allez pas toucher suffisamment de personnes pour vraiment développer, pour vraiment générer des résultats concrets. Vous pouvez en avoir si vous avez de la chance. Admettons que vous ciblez une population totale, on va dire toute la région PACA, il y a peut-être, je sais pas moi, allez, avec les ciblages machin, vous arrivez à 400 ou 500 000 personnes, par exemple, en tout. Vous mettez 10 €, vous allez toucher 500 personnes, donc une toute petite partie derrière de la population. Donc, du coup, vous allez vous dire, ah ben ça marche pas. Ça marche pas, vous allez toucher juste une toute petite partie. Est-ce que ça marche pas? J'en sais rien en vrai. Donc moi, ce que je recommande, parce que bien sûr, ça dépend de plein de choses, comme on dit tout à l'heure, ça dépend de votre retour sur investissement. Il y a plein de choses et plein de paramètres à prendre en compte. Et je sais que c'est une question que j'ai souvent et laquelle il faut que je réponde. Moi, ce que je recommande systématiquement, c'est de mettre au minimum dans une première campagne où on a encore zéro retour d'expérience, où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça peut donner, etc., pour qu'on puisse mettre en place les bons tests, etc., il faut partir sur au moins 300 € sur 15 jours. Pour moi, c'est le minimum, si on veut commencer à avoir des résultats. En fait, si on veut commencer à toucher suffisamment de personnes pour pouvoir dire est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Je crois qu'on a pas mal de questions qui arrivent sur le budget. Là. Vas-y. Alors, sur le budget, est-ce que la mise de fonds est adaptable? À la limite, j'ai commencé à 200 et pas 300, puis je veux rectifier, on peut modifier en cours de route, entre guillemets, j'imagine. C'est complètement libre. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je reproche à Facebook, d'autoriser les gens à mettre 10 € sur une semaine, à mettre 1 € par jour. C'est ce que je reproche à Facebook, de laisser cette possibilité-là. Mais par contre, oui, c'est entièrement modulable. Et même aller encore plus loin. Admettons que vous essayez de mettre 1000 € dans une campagne de pub. Je vous dis 1000 €, vous allez me dire, oh, attends, 1000 € c'est énorme. Mais si vous savez que les 1000 € vont vous en rapporter, je ne sais pas, 5, 10 000, vous les mettez les 1000 €. C'est une notion d'investissement. On en parlera juste après. Mais
ouais, vous décidez de mettre 1000 € dans une campagne, d'accord? Vous mettez 1000 € sur un mois, par exemple, ok? Pour faire l'exemple large. Vous mettez 1000 € sur un mois. Vous commencez votre campagne de pub. D'ailleurs, vous la commencez à J+1. Quand votre campagne démarre et vous arrivez à J+10, vous avez dépensé peut-être 250 ou 300 €. Vous vous rendez compte que ça ne marche pas et que vous voulez arrêter cette campagne de pub. Eh bien, vous pouvez l'arrêter et du coup, vous ne dépenserez pas les 1000 €. Vous dépenserez que ce que vous avez déjà dépensé, c'est-à-dire là où vous êtes arrêté. Si vous avez déjà dépensé 250 €, ça s'arrêtera à 250 €. Vous ne dépenserez pas 1000 €. C'est adaptable. Vous pouvez intervenir sur votre campagne de pub à tout moment. Vous avez mis, je ne sais pas, 500 € de budget. Finalement, vous voulez mettre un peu plus ou un peu moins. Hop, vous allez dans votre campagne et vous changez le budget. C'est modulable à volonté à l'infini. Alors, une question, mais je pense que tu vas y aborder, c'est tout ce qui touche le taux de conversion, ouais. Qui est l'éternel débat d'ailleurs. Qui est l'éternel débat, et bien sûr, bien sûr. Alors, ça dépend. C'est un taux de conversion sur quoi? Quel est l'objectif? Parce que le taux de conversion, en lui-même, il n'y a pas de sens. Il faut vraiment le spécifier par rapport à un objectif, parce qu'un taux de conversion sur un site de vente en ligne ou un taux de conversion sur la génération de leads, c'est deux choses complètement différentes. Donc, il faut vraiment se spécifier, mais je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Ce n'est pas possible. Pas possible. C'est impossible de donner un chiffre. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la performance de votre campagne de pub. Ça dépend de votre ciblage, du visuel, du texte. Ça dépend de votre cible. Ça dépend de votre moyen de conversion. Parce qu'on peut, sur la génération de leads, on peut tester des conversions directement sur Facebook. Facebook propose des formulaires. Les gens cliquent, hop, et du coup, ils peuvent laisser leurs coordonnées sur Facebook directement. Ou alors, est-ce que c'est une conversion sur votre site web? Donc, du coup, là, ça va dépendre du taux de conversion de votre site web. C'est-à-dire, sur 100 personnes qui viennent sur votre site, combien vont jusqu'à vous laisser leurs coordonnées? Et ce taux de conversion-là, il va être en proportionnel ou en pondération, je ne connais pas trop les termes mathématiques, avec les gens que vous allez ramener depuis votre campagne de publicité. Donc, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres concrets de taux de conversion. Ce n'est pas possible. Donc, tu parlais tout à l'heure, on peut modifier le budget en cours de route. On peut aussi changer les mots-clés de la campagne en cours de route aussi. Bien sûr, bien sûr. On peut tout faire en cours de route, bien sûr. L'outil est vraiment ultra malléable. Sur ça, oui. Moi, j'ai plus de questions. Oh. L'heure a tourné quand même. Hein, C'est vrai quelle heure il est? J'aime même pas. Et parce que 10 heures, il te reste 2 minutes. Ah ouais, 2 minutes, 2 minutes. Alors, 2 minutes pour conclure, parce que je pense que le budget, moi, je le traite à la fin aussi, parce que j'aime bien l'aborder comme ça, j'aime bien un peu prendre les choses un peu différemment, etc. Et je sais que ça fait peur. Le truc, c'est que je sais que j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ouais, mais 300 € dans une campagne, t'imagines, c'est beaucoup, etc. » Et je sais que ces mêmes gens-là ne vont pas hésiter à investir peut-être 1000 ou 1500 € dans une campagne sur un affichage panneau ou machin. Parce que c'est des choses qui sont connues. Je ne dis pas que ça marche pas. Je pense que le fait de faire du multicanal, c'est ce qui fonctionne. Mais je pense concrètement qu'il faut le voir comme un investissement. Vraiment. Et du coup, ce qui est compliqué à faire, c'est que quand on fait notre première campagne, on ne sait pas ce que ça nous rapporte. Et on ne le saura pas. On aura beau dire, oui, je pense que… Même moi, vous venez me voir en me disant, ouais, Greg, combien je pourrais avoir de clients, machin, etc. J'en sais rien. Ouais. On met en place des tests, on met en place les bonnes méthodes, bien sûr, qui sont optimisées pour atteindre nos objectifs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va cartonner. Il y a un risque. Le risque, il y est. Mais c'est comme dans toute campagne de pub ou de com, etc. Il y a toujours le risque. Sauf que là, la différence, c'est que le risque, il est maîtrisé, entre guillemets, parce qu'on sait comment tracer les résultats, on sait comment analyser et on peut prendre une décision en fonction des résultats. On sait ce que ça nous rapporte, on sait ce que ça ne nous rapporte pas. Donc, n'hésitez pas à investir un minimum. Pas obligé d'en envoyer du gros, mais 300 € sur 15 jours pour faire un premier test, je pense que c'est bon. Mais surtout pas le booster à la publication. Vraiment pas.
C'est entre 300 € sur un booster à publication ou casser Facebook, là. Facebook, il se régale. Il dit, ah, ça, c'est cool, ça. Mais non. Ok. Ok. Bon, ben, on va en rester là. Ouais. Les gens te remercient pour la qualité de ton intervention. Je te remercie également pour cette intervention. Eh ben, Sans merci. gravir de secret, je pense que début d'année prochaine, on fera une spéciale TikTok, puisque c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions et qui est vraiment d'actualité. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence. Ça restera dans le domaine du numérique avec la cybersécurité. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci pour les questions. C'est top. Merci Philippe et à bientôt.